Bien, bonsoir à tous, merci d'être ici pour cette table ronde consacrée à l'imaginaire de la conquête qui s'inscrit dans le partenariat avec l'île 3000 consacrée cette année à Eldorado. C'est l'une des rencontres que nous organisons dans cette perspective autour de ce thème qui va bien au-delà, bien sûr, de Cité Philo. Je remercie chaleureusement la librairie partenaire de la soirée, en l'occurrence la librairie Meurat, et je remercie également mes deux invités de ce soir, qui sont deux historiens que je vais présenter rapidement dans un instant, en la personne de Romain Bertrand, qui est à ma droite, et de Sylvain Vénère, qui est à ma gauche. Romain Bertrand est historien et directeur de recherche au CERI, à Sciences Po. Il est l'auteur, c'est un spécialiste de l'Indonésie, c'est un spécialiste des dominations coloniales, et c'est un spécialiste, cela nous intéressera particulièrement ce soir, de l'expansion ibérique. On lui doit, sur ses thèmes de prédilection, sur Java en particulier, sous le titre, ou le sous-titre plus exactement, La tradition parfaite, un gros ouvrage sur la formation de l'État javanais sur fond de nationalisme. On lui doit également un récit à parts égales, histoire à parts égales, c'est le titre de l'ouvrage, des premiers contacts au XVIIe siècle entre les Hollandais, les Malais et les Javanais, et on lui doit également l'étude d'un procès d'inquisition qui s'est déroulé en 1557 à Manille, quand un enfant a rêvé qu'un siège avait été réservé pour le gouverneur en enfer, témoignant ainsi par le cas qui était fait de ce rêve, dans le cadre d'un procès d'inquisition, de l'inquiétude, du long remords de la conquête, qui gagnait contre l'impression trop communément partagée d'une assurance et qui correspond à l'impérialisme, d'une assurance du colon, qui au contraire s'insistait sur les inquiétudes et sur les tensions à l'œuvre dans l'imaginaire du conquérant, figure qui nous intéresse ce soir. On lui doit surtout, on lui doit aussi, plus récemment, outre un ouvrage très singulier sur le détail du monde dont nous avons parlé il y a 3 heures dans le cadre de Cité Philo, la direction d'un ouvrage collectif intitulé L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes que j'ai que je vous montre, et dans lequel mon second invité a participé, contribué, avec un article sur Jules Verne en particulier, L'exploration du monde, donc une autre histoire des grandes découvertes. Mon deuxième invité n'est pas moderniste mais contemporanéiste, c'est un spécialiste des représentations et de l'imaginaire, et plus particulièrement de l'imaginaire de l'aventure. Sylvain Vénère est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France. Non. Non? Ah bon, je t'ai collé des... Bon, il n'est pas membre de l'Institut universitaire de France. Mais par contre, il est directeur d'un projet éditorial de très très haute... Je suis confus. Vous riez. Je n'ai pas candidaté. Donc, bon, je t'ai confondu avec quelqu'un. Il est par contre, ça j'en suis sûr, directeur d'un projet éditorial de très belle facture, qui est l'histoire dessinée de la France, dont il a lui-même co-signé le premier volume programmatique intitulé La Ballade nationale, et collection qui voit ces volumes se succéder, être publiés, tous aussi passionnants les uns que les autres, depuis 3 ans, 4 ans, et l'aventure continue. Mais il est, pour ce soir, et pour notre intérêt surtout, l'auteur, disais-je, d'un certain nombre d'ouvrages sur les aventuriers et sur l'apparition, le développement, la genèse, pour reprendre là aussi le sous-titre d'un livre intitulé La gloire de l'aventure, genèse d'une mystique moderne, ouvrage qu'a prolongé un ouvrage
plus richement illustré au niveau historiographique aux éditions La Martinière, Rêve d'aventure 1800-1940, ainsi qu'un beau volume Masno sur le voyage. Et Sylvain Wener est également un spécialiste de la mondialisation à l'œuvre au XIXe siècle, puisqu'on lui doit en codirection avec Pierre Saint-Garavelou une histoire du monde au XIXe siècle. Et puis, les choses sont un tout petit peu dans le désordre, mais pour revenir à son intérêt manifeste pour la bande dessinée, il se trouve également être co-auteur d'un certain nombre de volumes qui nous intéressent un peu pour les thèmes qu'ils abordent, puisque avec Jean-Philippe Stassen, on lui doit une reprise d'après Stevenson de L'île au trésor, ainsi que de Conrad, Au cœur des ténèbres, et puis plus récemment avec Isaac Vince, on dit, le Moby Dick, qui est également donc en vente dans toutes les bonnes librairies spécialisées en bande dessinée. Donc voilà, merci à l'un et à l'autre de votre présence ce soir. Pour aborder, selon le descriptif qui vous a été proposé dans la plaquette, et dans le cadre du festival Eldorado, un regard ou une appréhension critique, savante aussi, de cet imaginaire qui est mobilisé par le terme même que nous vous avons proposé de traiter comme une métonymie, comme le réceptacle et comme le foyer de tout un imaginaire de la conquête, de l'accomplissement de soi, de la fortune et de la gloire. Imaginaire que, alors pour ce qui est de ma génération, qui a été développé et relayé par une forme de littérature populaire au nombre desquels on buvait un verre juste avant de venir et on chantonnait en rigolant le générique des fabuleuses Cités d'Or, qui était un dessin animé haut en couleur qui, voilà, on a à peu près le même âge, donc qu'on a regardé quand on était enfant, mais qu'on peut sans doute prendre un peu au sérieux pour les effets qu'il a produits sur un imaginaire collectif, non pas en tant que discours savant, quoi qu'il y avait une caution scientifique, la série était toujours, les épisodes étaient toujours prolongés par un petit documentaire de quelques minutes, pour autant que je m'en souvienne, que j'ai pas revu depuis. Je ne sais pas si c'était très rigoureux, mais il y avait au moins cette intention. Et puis bon, voilà, c'est un premier exemple dont il n'y a pas lieu de faire très grand cas, mais quand même. Et puis, pour en prendre un deuxième, à peu près à la même époque, je pense, au niveau de la télévision publique. Je pense aussi qu'on est une génération qui a dû être marquée par l'adaptation télévisuelle de la controverse de Valladolid de Carrière, et où le thème de l'or dans la plaidoirie de Las Casas, jouée par Jean-Pierre Mariel, inaugurer le téléfilm par cette formule terrible: ils veulent de l'or, qu'est-ce qu'ils en font? Ils doivent le manger. Donc, alors nous sommes là évidemment dans des récits ou dans des œuvres de fiction et de culture populaire, mais elles comptent aussi, et elles méritent sans doute qu'on s'y arrête et qu'on en fasse le tour et l'inventaire critique pour y repérer ce qui est recevable du point de vue de l'état du savoir historien de l'expansion européenne et de cette modalité particulière de l'expansion qui a été la conquête, alors, des Amériques en particulier, donc de la première grande expansion ibérique, disais-je. Alors, j'anticipe un petit peu sur la distribution de la parole pour dire que précisément le récit de cette expansion est un récit tellement achevé, tellement verrouillé que c'est une entreprise de très très haute exigence intellectuelle et scientifique que de le déconstruire, le déplier et de lui opposer un certain nombre d'alternatives ou de variations, de modalités contradictoires. Et c'est précisément le projet. C'est à très très grand trait, hein, donc il faudra un peu plus préciser cela, mais c'est tout de même quelque chose de cet esprit-là qui transparaît de la lecture de la préface à l'exploration du monde et que tu as rédigé et que l'on peut lire dans
dans ce volume, imaginaire donc qui compte dans la façon d'appréhender l'objet conquête et l'objet conquérant, et dont on peut se demander, pour aller un petit peu plus loin, dans quelle mesure, en tout cas il est sans doute utile de préciser à quel niveau et dans quelle mesure il est légitime, cet objet, cette figure du conquérant, pour des historiens. Cela renvoie et cela ramène à une préoccupation assumée, affichée par Sylvain Weller, s'intéressant à la gloire de l'aventure et justifiant dans un premier temps, dans les premières pages donc, de cet ouvrage, la gloire de l'aventure, la légitimité, la pertinence scientifique de revenir à cette figure en historien, parce que, comme je le disais tout à l'heure avec mes exemples un petit peu naïfs, le caractère lyrique, picaresque, pittoresque qui s'en dégage assez naturellement en font un terrain d'exploration et de travail, de traitement, plutôt par des historiens amateurs, avides de sensationnel ou d'émotion, à une littérature d'aventure, et pourrait être considéré comme assez peu conforme aux exigences ou aux canons scientifiques d'une histoire constituée institutionnellement. Sylvain Weller, sur la figure de l'aventurier, s'emploie à relégitimer, après Michelet d'abord et après les Annales ensuite, qui avaient opéré un mouvement de balancier qui justement mettait à distance tout ce qu'il peut y avoir justement de pittoresque et de lyrique dans l'écriture de l'histoire, la juste distance qui, selon lui, justifiait qu'on s'intéresse au retour de cette figure dans l'espace de l'imaginaire et qu'on en fasse une étude. Eh bien, ce qui a été un programme justifié vis-à-vis de l'aventurier, figure que l'on pourrait par ailleurs en passant articulée à celle du conquérant, ce serait ma proposition de ce soir de refaire ce travail justement et de fixer un petit peu le point auquel il faut se tenir pour faire de cette figure du conquérant et de la soif de richesse et que résume, dont l'or peut être le nom éventuellement. Cela peut être une ambition pour ce soir, à l'un et à l'autre, de dire exactement quel usage on peut faire quand on est historien de cette figure. Une réponse extrême pouvant être de la disqualifier complètement en disant qu'elle ne vous concerne pas et que vous la laissez aux romanciers, aux littérateurs ou aux cinéastes. Une autre réponse étant au contraire de préciser ce qu'elle nous dit d'un certain passé et dans quelle mesure elle peut être opératoire. C'est donc sur ces points que je vous laisse immédiatement la parole. Alors peut-être pour faire écho donc à nos hôtes ou à nos partenaires qui ont fixé pour cette année le thème de l'Eldorado comme organisateur d'un certain nombre de manifestations, le point sur l'occurrence attestée et les fonctions exercées par ce mot. Eldorado. Peut-être Romain Bertrand serait peut-être à même de nous préciser un petit peu à quel moment il est susceptible d'être attesté. Et puis ensuite, en ce qui concerne les fonctions et les usages possibles de ce nom et de l'imaginaire qu'il charrie, du lieu commun à tous les sens du terme, au sens de la figure et au sens topographique, voilà, je pourrais donner la parole à Sylvain Weller. Je vous la cède dans cet ordre-là ou Ouais. Alors, allons-y. Romain Bertrand. Bonsoir. Qu'on fait de manière originale. Oui. Chronologique. Bah, okay. Je suis un peu désemparé. On m'avait dit que... Alors, tout d'abord, évidemment, avant de parler des imaginaires de la conquête au sens de ce qui est advenu à travers... la réécriture sous forme littéraire, cinématographique de ce qui s'est passé. Il faut d'abord dire que la conquête a vraiment eu lieu, donc qu'elle n'est pas seulement un objet imaginaire, et qu'en l'espèce, la conquête
matricielle dont on parle, celle qui d'une certaine façon est la mère de toutes les autres et la mère de toutes les mesures, de toutes les jauges qu'on appliquera à toutes les autres, c'est effectivement ce qu'on a appelé la conquête des Amériques. Donc cette séquence qui s'ouvre avec 1492, l'arrivée de Christophe Colomb à la Hispaniola aux Antilles, et puis qui court tout au long du XVIe siècle avec la conquête du Mexique, puis celle du Pérou. Et du coup, là, la question de ce qu'est l'imaginaire de la conquête et du rôle que joue au sein de cet imaginaire le lieu, l'utopie au sens propre, hein, le lieu qui n'existe pas ou pas encore, qu'est l'Eldorado, c'est une question qu'il faut poser non pas comme un imaginaire d'après-coup, la façon dont on se raconte la conquête après, une fois qu'on estime qu'elle a plus ou moins été achevée, mais c'est l'imaginaire en acte ou en temps réel de la conquête, c'est-à-dire ce qui anime les conquérants, les conquistadors, c'est-à-dire de quelles images, de quelles espérances étaient-ils porteurs, vecteurs, dans le temps même où, les armes à la main, le plus souvent, ils ont pris possession et ensuite asservi des populations entières. Avant d'essayer de répondre à ça très rapidement, il faut rappeler qu'en fait ces conquérants-là, c'est-à-dire ces gens qu'on appelle des conquistadors, ne sont pas à proprement parler des conquérants de métier. Ce qui est frappant, lorsque sur la très longue durée du XVIe siècle, on regarde qui étaient ces gens qui ont donc occupé, asservi le Mexique, le Pérou, plus tard les Philippines depuis le Mexique, mais on se rend compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient des professionnels des armes, c'est-à-dire des guerriers de métier. On a au XVIe siècle 60-70% de gens qui deviennent conquérants parce que tout simplement un jour on leur offre de le devenir pour des contrats d'embauche avec des durées qui généralement étaient de 3 à 5 ans. Et donc d'une certaine manière la conquête déjà c'est un métier ou plus exactement d'une certaine façon un petit boulot. Ce sont ces gens qui vont porter les armes et qu'on va retrouver aux côtés de Cortés à travers le Yucatan et marchant sur Mexico, ou aux côtés de Pizarro pour la conquête de l'Empire Inca. Eh bien, la plupart du temps, ce sont des gens qui étaient auparavant paysans, parfois marins, puisque les marins étaient aussi des gens d'armes à bord des navires. Et il y a finalement assez peu de ces gens-là, y compris parmi les gens issus de la petite noblesse ibérique, espagnole ou portugaise, qui aient été des guerriers de profession et des guerriers de formation. Il y avait à leur tête des chefs qui pouvaient avoir une expérience militaire, mais en fait, on n'a pas d'une certaine manière recyclé les armées européennes dans la conquête. Je le dis simplement, je le rappelle pour une raison très simple, c'est que la conquête est en fait essentiellement une entreprise privée. Les conquistadors, et notamment les commandants des expéditions de découverte, ce qu'on appelle les adelantados, sont des gens qui arment pour une partie à leurs propres frais leurs expéditions et qui contractent avec la couronne, avec la royauté, c'est-à-dire qui passent un contrat, on appelle des capitulations, et pour dire les choses de façon simple, d'une certaine manière, vu par la couronne, c'est un jeu gagnant-gagnant, puisque si le conquistador échoue, abîme ses nefs en mer ou ses hommes dans la prise des cités, eh bien c'est lui qui supporte le coût de l'expédition qui a échoué. En revanche, évidemment, si le conquistador gagne, c'est-à-dire aborde à des rivages jamais encore détourés, en prend possession au nom des souverains de Castille, eh bien, le conquistador en est remercié par des primes et des faveurs. Il a des privilèges de gouvernement, il pourra lever des taxes, etc. Et c'est la couronne qui conserve la maîtrise des territoires et qui va évidemment bâtir par la suite dessus. Donc on a des gens qui ne sont pas des guerriers de métier, qui participent à des entreprises qui sont essentiellement des entreprises privées, avec de l'argent qui vient de grands investisseurs, banquiers, etc. Et si on se pose la question de savoir de quoi ils étaient habités, et en particulier du mythe de l'Eldorado, comme ça j'en viens tout de suite au... Ce qu'il est frappant de constater, c'est que ce mythe de l'Eldorado, c'est-à-dire les cités d'or évidemment, mais de façon plus simple, le pays de l'or, c'est-à-dire le lieu où on trouvera des mines, des rivières aurifères, où on pourra très facilement donc extraire, collecter une quantité importante d'or. Donc ce mythe de l'Eldorado, du pays de l'or, c'est un mythe en fait qu'on voit surtout apparaître dans les récits des années 1530-1540, c'est-à-dire pas les récits du début de la conquête. Lorsqu'on lit les récits
pour aller vite, de voyage ou d'expéditions, les premières expéditions de Colomb ou les expéditions de Vasquez de Balboa dans les années 1510. Donc dans le premier temps de la conquête, la projection militaire, ce thème de l'Eldorado n'apparaît quasiment pas. C'est par exemple un imaginaire beaucoup plus biblique qui guide Christophe Colomb, dont on sait que le journal de découverte, c'est-à-dire le journal qu'il tenait au fur et à mesure de l'avance des bateaux dans la mer des Caraïbes, eh bien, était tout entier structuré par des références à la Bible, au paradis terrestre, à la Nouvelle Jérusalem, etc. Donc là, il y avait un imaginaire de la conquête qui était un imaginaire finalement non pas de la découverte d'un nouveau monde, mais de la redécouverte du véritable ancien monde, c'est-à-dire le lieu d'origine, celui du paradis terrestre. Donc ce thème de l'Eldorado, on le voit apparaître dans les années 1530 au Pérou, donc dans le sillage des premières grandes expéditions de Francisco Pizarro, qui n'était pas non plus d'ailleurs un guerrier de profession. La légende veut que Pizarro ait été un simple gardien de troupeaux d'Estrémadure, une région pauvre du centre de l'Espagne, avant de devenir le grand et surtout le terrible conquistador qu'il est devenu. Et puis ce mythe de l'Eldorado, on le voit apparaître également dans les années 1540, lorsqu'on a les premières expéditions qui cherchent à remonter l'Amazone et à traverser donc le sous-continent américain de part en part. Et c'est dans cette séquence-là que vous pouvez situer des personnages comme Lope de Aguirre, que vous connaissez probablement à travers le film d'Herzog, donc Aguirre, la colère de Dieu, Aguirre qui a vraiment existé, qui était vraiment fou d'ailleurs, s'appelait Loco, le fou, qui était un rebelle, c'est-à-dire qui a décidé de prendre les armes contre son roi et de se tailler un petit royaume à la pointe de son épée sur une île à l'entrée du Maragone, et qui de fait a été traqué, pourchassé par les hommes du roi et a été exécuté. Et il y avait véritablement... Alors, ce qui est intéressant avec Aguirre, c'est que c'est un rebelle, mais c'est un rebelle qui a écrit les raisons de sa rébellion au roi, et on a les lettres d'Aguirre, les lettres qu'il envoie au roi, en désavouant le roi, en lui expliquant tout simplement que voilà, le roi les a envoyés à l'autre bout du monde, se faire tuer sans leur donner les moyens véritablement d'une victoire militaire, et puis en les laissant pourrir dans la boue de la jungle. Et il y a chez Aguirre déjà une quête d'un pays de l'or, ou en tout cas d'un pays de grande richesse. Et puis le dernier temps où on voit apparaître ce mythe de l'Eldorado, c'est à la fin des années 1540. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc, c'est la conquête du Pérou dans le sillage des avancées de Pizarro, après la reddition et le meurtre du dernier Inca. Dans un deuxième temps, c'est plutôt la volonté de remonter l'Amazone pour essayer de traverser de part en part le sous-continent latino-américain. Et puis le dernier temps, c'est à la fin des années 1540, et c'est lorsque les Espagnols qui ont conquis Mexico, pour aller vite, qui ont fait tomber l'Empire aztèque, eh bien, cherchent à progresser vers le nord, en direction non pas de l'or, mais de l'argent, puisque toutes les grandes mines d'argent du Mexique, ils les trouveront au nord de Mexico, dans la région de Zacatecas, San Luis Potosí, etc. Et là, il y a l'idée que par-delà les mines d'argent, eh bien, existe aussi un pays des mines d'or, donc très au nord du Mexique, dans ce qui serait en gros l'actuel désert de Sonora, qui est la zone frontière entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique. Et donc pour conclure, ce qui est assez intéressant, c'est que cet imaginaire du pays de l'or, on le trouve donc non pas au début, et on pourrait dire au principe de la volonté de conquête, mais on le trouve plutôt dans un deuxième temps de la conquête. D'une certaine façon, lorsque les premiers conquistadors ont fait main basse sur les côtes, et se sont établis, se sont servis sur la bête que sont les sociétés indigènes. Et là, évidemment, il y a des laissés pour compte. Il y a des gens qui n'ont pas eu ce que les autres ont obtenu après la conquête de Mexico, après la chute de l'Inca à Cajamarca, etc. Et ce sont ces gens-là qui, d'eux-mêmes, et non plus depuis l'Espagne, mais depuis les premiers avant-postes le long des côtes du Brésil, du Mexique, etc., eh bien, vont aller chercher fortune, dans tous les sens du terme, un peu plus loin. Ben voilà. Merci. Et donc, merci beaucoup. Donc, un imaginaire effectif et actif. Alors, cette figure de l'or et de la quête de l'or, elle va
survivre à l'aventure espagnole proprement dite et devenir un lieu commun, un topos. J'évoquais tout à l'heure l'adaptation de l'île au trésor, et sous la forme d'un trésor de pirate auquel renvoie la carte, eh bien voilà, chez Stevenson, on a cette figure qui motive une entreprise coordonnée, collective, et un roman d'initiation. Je regardais l'index des auteurs mentionnés dans La gloire de l'aventure, et bien entendu, le nom de Jack London, il y a de nombreuses occurrences, c'est bien évident, et là à nouveau, c'est un imaginaire de l'or, mais à cette fois-ci d'une nouvelle quête beaucoup plus nordique chez les personnages de London. Je regardais aussi, parce que l'idée m'en est venue en pensant justement à ce caractère mobilisateur de l'or, et je regardais les occurrences de Sandrars, qui sont aussi très nombreuses dans l'ouvrage. Alors, il y a un texte de Sandrars il y a un roman de Sandrars qui s'appelle L'or, et là, d'une certaine façon, c'est un petit peu l'inverse, c'est que l'or n'est pas ce que le personnage principal cherche et vise, mais c'est ce qui lui tombe dessus et qui va, tout au contraire, le ruiner. Mais bon, c'était une remarque en passant. Donc, sur les prolongements et la continuité de cet imaginaire actif dans les figures de la littérature. Sylvain Benoît. Merci et bonsoir. Donc Romain Bertrand vous a parlé en homme du XVIe siècle, et si je veux poursuivre un peu le débat et vous parler en homme du XIXe siècle, je vais évidemment le contredire sur plusieurs points. D'abord, en homme du XIXe siècle, je ne dirais pas que la conquête des Amériques est l'événement matriciel. Je dirais en homme du XIXe siècle que l'événement matriciel, ça a été plutôt... il y en a deux, mais disons le premier sur lequel il faut insister, ce sont les croisades. Et cette idée que la première projection de conquête n'avait pas du tout pour ambition la quête de l'or, hein, au contraire, mais quelque chose de profondément religieux. On retrouve d'ailleurs ce que Romain Bertrand racontait à propos de Christophe Colomb, et que c'est cette première projection dont on parle énormément, nous autres, hommes du XIXe siècle. Parce qu'on y ajoute quelque chose que Romain Bertrand, en homme du XVIe siècle, ne connaît pas, qui est la civilisation. Puisque notre ambition à nous, quand on se projette au-delà des mers au XIXe siècle, c'est de porter une idée de la civilisation. Cette idée de la civilisation, c'est pour une part une laïcisation du projet des croisades, mais ça implique aussi une transformation radicale de nos représentations du monde. Les philosophies de l'histoire qui sont apparues à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, dont rend très très bien compte Michelet dans son introduction à l'histoire universelle, peuvent se résumer par la formule latine fiat oriente lux, la lumière vient d'Orient, la civilisation se serait propagée depuis l'Est jusqu'à l'Ouest en suivant exactement la courbe du Soleil, on serait passé de l'Inde à l'Égypte, à la Palestine, à la Grèce, à Rome et enfin à l'Europe occidentale. Ça situe évidemment, ça pose un petit problème par rapport à la place qu'occupent les Amériques dans cette conception, dans cette nouvelle conception du monde. Donc il s'agit de partir pour des ambitions qui ne peuvent pas être l'or. Fondamentalement, c'est la civilisation. Alors, ce qui est évidemment fascinant, c'est que quand on regarde les cartes qui peuplent nos manuels scolaires des empires coloniaux du XIXe siècle, on voit bien cette énorme... toutes ces tâches qui envahissent les planisphères, qui sont représentées comme telles à partir des années 1880, mais qui rétrospectivement partent des années 1850-1860. Et c'est le moment des ruées, des grandes ruées vers l'or.
celle de Californie qui commence avec la découverte de 1848 dont parle Sandrars dans l'or, qui envoie tous ces gens en 1849, et jusqu'à celle du Klondike en 1898 dont parle Jack London. Ce ne sont pas des petites choses autour de Johannesburg. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, la région de Johannesburg s'appelle le Gauteng, ce qui veut dire très exactement le pays de l'or. On a énormément alors on y reviendra plus tard, mais d'imaginaire romanesque et puis par la suite filmique lié à ces conquêtes. Mais à l'époque où elles se produisent, elles sont mal vues. Parce qu'en temps comme du XIXe siècle, si on part, l'Eldorado des conquistadors, c'est un contre-modèle. Alors il y a des choses qu'on aime bien chez les conquistadors, nous autres gens du XIXe siècle. Et on aime bien en particulier cette idée que ces gens qui partent au loin, qui partent tellement loin qu'en fait ils sont déconnectés du pouvoir central, ne sont pas seulement des conquérants, ce sont aussi des administrateurs. Ce sont des gens qui vont organiser la civilisation. Ce ne sont pas seulement des soldats, ce sont aussi des politiques. Ils signent des traités de paix. Ils mettent en place une administration qui va permettre d'organiser la conquête. Et là aussi, mais c'est le seul point commun. Parce que cette façon d'organiser la conquête, et c'est notre deuxième à nous point d'origine avec les croisades, cette façon d'organiser la conquête, pour nous, le modèle, ça n'est évidemment pas l'Espagne du XVIe siècle. D'abord parce qu'au XIXe siècle, l'Espagne n'est plus qu'un appendice de l'Europe, comme le disait Edmund Burke, cité par Melville dans Moby Dick, l'Espagne est une baleine échouée sur les côtes de l'Europe. L'Espagne, comme le dit Michelet, c'est l'Afrique. Donc ne peut pas représenter la civilisation. Et si elle ne le peut pas, c'est notamment parce qu'elle a organisé l'extermination au moment de la conquête. Et l'ensemble des Amériques devient ce lieu de l'extermination. C'est vrai d'abord des Espagnols, mais c'est vrai aussi au XIXe siècle des États-Unis d'Amérique avec les Indiens des Grandes Plaines. Avec ce décalage étonnant d'ailleurs en Europe qui fait qu'on présuppose l'extermination des Indiens d'Amérique du Nord avant même qu'elle se soit produite. Si vous lisez Chateaubriand, les Indiens ont déjà été exterminés. Il y a déjà un dernier abancérage, il y a Chactas. Alors que c'est ce qui fait d'ailleurs que les grands événements de la conquête du Far West par les États-Unis passent à peu près inaperçus en Europe. Les grands événements de la conquête, Wounded Knee, tout ça, ça passe sous les radars parce que d'une certaine façon, ces Indiens ont déjà été exterminés. Et si l'Amérique représente ça, c'est parce qu'à ce moment-là, l'Europe est engagée elle-même dans d'autres conquêtes, pour l'essentiel en Afrique, mais aussi en Asie, et que l'extermination des Indiens par les Espagnols, puis par les Américains du Nord, représente un contre-modèle. Nous, hommes du XIXe siècle, on va conquérir en intégrant, pour la plus grande gloire de la civilisation. Et notre modèle, notre second modèle, c'est l'Empire romain. Et c'est de cette façon-là que va se mettre en place tout cet imaginaire qu'aujourd'hui on utilise sans tellement d'ailleurs l'interroger, alors qu'il faut remettre en place toute son historicité, toute sa chronologie bien précise, qui fait qu'on va finir par avoir des empires. Victoria est couronnée impératrice des Indes en 1877. Le terme impérialisme apparaît en français dans son sens moderne en 1880. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement au XIXe siècle avec cette idée qu'on va faire la même chose que les Romains, donc avec des modèles qui sont celui du soldat laboureur, celui de la Légion étrangère à Sidi Bel Abbès ou des hommes de Bugeaud dans l'Algérie coloniale, et qui vont mettre en place un modèle qui est celui, alors qui est compliqué, et là on va retrouver des ambiguïtés du XVIe siècle, qui est celui de la pacification. Puisque ce qu'on veut faire, c'est cette Pax Britannica que les Britanniques prétendent faire dans l'Empire, sur le modèle de la Pax Romana, qui n'est pas seulement un projet politique, mais qui est aussi une stratégie militaire, puisqu'on théorise la pacification comme mode d'occupation des territoires à partir des années 1880 à peu près, et
Et il faut avoir un petit peu en tête ces temporalités, cette pacification donc, qui opère, comme le disait Lyautey, comme une tache d'huile. Hein. C'est-à-dire que, comme le disait Lyautey et Gallieni, quand on prend un repère, on ne le prend pas de la même façon selon qu'on sait que le lendemain, on devra y organiser un marché. Et donc il faut pouvoir comment dirais-je, concilier les populations conquises. Et là encore, la conquête espagnole sert de contre-modèle. Donc il y a des temporalités qui sont très enchevêtrées. Parce que si on faisait une histoire un petit peu linéaire des conquêtes, eh bien on pourrait partir de l'Empire romain jusqu'à la colonisation de la fin du XIXe siècle, en passant éventuellement par les croisades, la conquête espagnole, alors qu'en réalité les choses ne se passent pas comme ça, puisque chaque époque réinvestit le passé en fonction de ses propres préoccupations, et que ce que les époques successives ont appelé conquête impliquait des modèles historiques différents. Que répond l'homme du XVIe siècle à celui du XIXe sur ce qui vient d'être dit? Oui, je peux être 16e, un tout petit peu 17e après? Oui. Voilà, ouais. Non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, la façon dont on sauve au XIXe siècle, malgré tout, quelque chose de la conquête des Amériques, qui de fait, dans le temps même où elle se produit, est considérée comme une entreprise d'extermination. Pour moi, ce qui est le plus frappant dans la conquête des Amériques, ce n'est pas le degré de violence qui s'y déploie, et qui a pu connaître des précédents historiques en Europe et ailleurs, évidemment, c'est que dans le temps même où cette violence se déploie, sous des formes de cruauté particulières, jamais vues, comme le dit Bartolomé de las Casas, c'est que dans le temps même où cette violence se déploie, elle sécrète sa propre critique. Voilà. L'exemple évidemment le plus singulier ou le plus frappant, et tu l'as cité tout à l'heure en rappelant ce film, La controverse de Valladolid, c'est Bartolomé de las Casas, donc grand défenseur du droit des Indiens, celui qui va prendre fait et cause contre l'esclavage des Indiens, au prix d'ailleurs de l'institutionnalisation de l'esclavage des Africains, puisque les Noirs seront exclus de l'interdiction de l'esclavage des Indiens aux Amériques. Mais Bartolomé de las Casas, dont il faut rappeler qu'il décrit d'autant mieux les exactions des conquistadors, qu'il a lui-même été un conquistador, qu'il a lui-même eu des droits sur des Indiens, donc c'est quelqu'un qui a eu une encomienda, et qui, par la voie de la révélation religieuse, d'ailleurs en entendant prêcher des dominicains et des franciscains qui commençaient dans les années 1510 à critiquer la conquête des Amériques. Vous voyez, 1492, c'est l'arrivée à Hispaniola, et moins de 20 ans après, alors que les premiers colons espagnols ont asservi les populations locales, et d'ailleurs décimé d'Indiens caribes, eh bien, naît la critique religieuse de la conquête. Donc ce qui est très frappant au XVIe siècle, c'est qu'en fait, cette conquête n'a jamais été dupe d'elle-même. Personne n'a jamais considéré que, en dépit du grand discours sur l'évangélisation des uns ou sur les traités inégaux signés avec les autres, eh bien, rien ne s'était passé qui ne soit de l'ordre du déshonneur. On l'a tout de suite compris, on l'a tout de suite su, on l'a tout de suite fait savoir. Et le petit opuscule de Bartolomé de las Casas qui s'appelle « La destruction des Indes » et qui va donner la légende noire de l'Espagne, eh bien, connaît une diffusion absolument phénoménale dans toute l'Europe à compter des années 1550. Donc une conquête qui n'est jamais dupe d'elle-même et donc d'une certaine manière qui n'est jamais dupe des objectifs que publiquement à la fois la royauté et l'Église affichent et qui va d'ailleurs donner des passes d'armes terribles entre les rois d'Espagne et même entre l'empereur Charles Quint lorsqu'il deviendra empereur, et l'Église elle-même, avec des franciscains, des pères qui vont considérer que le roi d'Espagne, l'empereur, plus tard, a mis son âme en gage aux Amériques. Donc il n'y aurait pas comme ça un ordre de motivation publique qui serait un espèce de bloc accepté par tous, et puis des petits imaginaires dissidents. Il y a d'entrée de jeu une conquête qui se pose la question de ce qu'elle est vraiment et qui fait savoir la violence dont elle s'accompagne. Donc elle devient un contre-modèle, en fait, dès le XVIe siècle, et elle devient un contre-modèle, y compris dans la société hispanique. Alors, tu disais une conquête, ce qu'on aime au XIXe siècle dans cette conquête-là, malgré tout, c'est qu'elle s'accompagne d'administration, et ce qu'on n'aime pas, c'est qu'elle ne procède pas par intégration, ou en tout cas qu'elle ne fabrique pas des alliés locaux
En fait, dans les premiers temps de la conquête, ce qui est très clair, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, comme les entreprises des conquistadors sont des entreprises essentiellement privées, hein, les financements sont privés. L'entreprise de colons, c'est du financement privé, essentiellement des banquiers génois, hein, ce qui explique aussi la question de sa véritable nationalité. Le tour du monde de Magellan, c'est moitié l'argent de la couronne d'Espagne et moitié l'argent, pour aller vite, des fugueurs, hein, les grands banquiers des pays germaniques. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent privé. Et d'ailleurs, à l'époque, on parle de l'argent des Amériques à la fois à cause du financement privé de ces campagnes-là, et également parce que de fait, on ne va pas chercher d'or, mais d'argent. C'est l'argent, c'est le métal qui intéresse l'Europe au XVIe et ensuite au XVIIe siècle. C'est essentiellement l'argent, puisque c'est avec lui qu'on frappe l'essentiel de la monnaie. Alors, il n'y a pas d'intégration, oui et non, parce que dans les faits, la conquête des Amériques, voilà, elle se fait avec des alliés et des alliances locales très, très fortes. Hein. C'est-à-dire quand Cortés marche sur Mexico et lorsqu'il conquiert Tenochtitlan, c'est-à-dire la capitale de l'Empire aztèque, il le fait avec 300 à 400 Espagnols, des conquérants venus avec lui, mais il le fait surtout avec des milliers d'auxiliaires et de supplétifs, qui sont des alliés politiques, qui sont en particulier les gens de Tlaxcala. Alors personne n'aimait beaucoup en fait l'Empire aztèque dans l'est du Mexique à cette époque, puisque l'Empire aztèque était une construction récente, hein, des années 1450-1470, et donc cet empire, qui était de gens venus du nord, des déserts du nord, est un empire qui avait établi sa domination sur toutes les sociétés locales du Mexique, hein, de la côte orientale jusqu'à la côte occidentale, et toutes les sociétés qui avaient été donc conquises moins d'un siècle auparavant, eh bien, étaient tout à fait prêtes à se rébeller contre le pouvoir aztèque, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu des alliés sur la côte, les Totonacos, et puis il y a eu des alliés surtout dans cette grande cité de Tlaxcala, qui ont en gros accepté, après négociation, d'unir leurs forces à celles des conquistadors espagnols pour marcher sur Mexico. Et ça fait que dans l'empire espagnol des Amériques, hein, dans le Mexique colonial hispanique, eh bien, il y a en fait une république indépendante de Tlaxcala durant toute la durée de l'occupation espagnole du Mexique, en récompense justement du rôle d'alliés qu'ils ont joué dans la conquête. C'est par ailleurs un dossier d'histoire juridique et politique extrêmement complexe, puisque quel est le statut exact de cette république dans ces États du Mexique, qui sont en fait une extension de la souveraineté du roi de Castille, hein. C'est pas l'Espagne, c'est la Castille. On parle des Indes de Castille au XVIe siècle. Hein. Donc en fait, c'est comme Naples, les Amériques. Ça a le même statut dans l'édifice de la monarchie hispanique que d'autres conquêtes, y compris en Europe. Et là, dans ces conquêtes des Amériques, donc dans ces États souverains du roi de Castille, il y a une petite enclave indépendante qui s'appelle la République de Tlaxcala, qui maintiendra des souverains qui sont reconnus comme, même si dans les faits, évidemment, dépossédés d'une part de leur pouvoir politique. Donc il y a bien des formes d'intégration politique, hein, et de fait, ces 15 dernières années, les historiens de la monarchie hispanique et de l'expansion se penchent de plus en plus sur ces cas assez étranges, hein, de traités qui ont été des traités d'alliance et pas seulement des traités de dépouille, hein, des sociétés locales. Et l'administration, par contre, donc il y a eu un peu d'intégration quand même, il y a eu de l'alliance politique aussi, parce que sinon on ne comprendrait pas comment tout ça quand même a croulé si vite avec quelques centaines de gugus qui n'étaient pas des guerriers professionnels en face. Et en revanche, l'administration n'était pas du tout de l'ordre des conquistadors. Parce que le gros problème, en fait, ce qui fait toutes les batailles politiques du XVIe siècle, c'est le fait que les conquistadors, je vous l'ai dit, signent un contrat avec la couronne, qu'on appelle les capitulations. Et donc, en cas d'annexion, ils ont droit, par exemple, à 10% de l'or qui sera trouvé, ils ont des privilèges de gouvernement sur telle ville, un nombre de forteresses par territoire, etc. Mais il est bien clair dans l'esprit de la couronne que la pleine souveraineté appartient au roi. Et donc, dans un premier temps, il y a les conquistadors qui vont, hein, qui se démènent quand même, hein, pour ramener des terres au roi. Et puis, dans un deuxième temps, il y a la couronne qui dit, bon, bah, maintenant, la conquête est finie. Donc, nous, on envoie l'administration, ce qu'on appelle les audiencias. C'est la création des tribunaux royaux, hein, les audiences. Il y en aura partout, au Pérou, au Mexique, au Guatemala. Et là, ce sont des juges de la couronne, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, qu'on envoie littéralement, on disait, prendre les comptes des conquistadors. Donc là, vous avez des types qui sont vraiment des fonctionnaires professionnels, ce sont des juristes, on les appelle des letrados, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études pour aller vite de droit régalien, qui sont envoyés par le roi d'Espagne pour dire aux conquistadors, bah, en gros, la fête est finie, donc maintenant, voilà, on va transformer ce territoire en une province de Castille. Et la prise des comptes, c'est qu'en fait, ils regardent si les conquistadors ont bien respecté les termes du contrat avec la couronne. Hein. Qu'ils n'ont pas pris plus de 10%, ils avaient droit à 2 forteresses, qu'ils n'ont pas fait construire 3, etc. Et alors, autant vous dire qu'en général, ça se passe très mal.
Quand les juges arrivent, en gros, un procès, les comptes, etc. Et par exemple, Hernán Cortés, grand conquérant de Mexico, voir que Cortés, juste après la prise de Mexico, il ne s'est pas arrêté là. Il a conquis toutes les grandes plaines alluviales et agricoles à l'ouest de Mexico, dans la région de Oaxaca. Et en fait, quasiment 30% du territoire conquis, il se l'est approprié. Il a en encomienda, c'est-à-dire en droit de travail sur les Indiens, des dizaines et des dizaines de milliers d'Indiens dans la province de Oaxaca. Et Cortés va même faire quelque chose d'encore plus osé et qui va fortement déplaire en péninsule, en Espagne, c'est qu'il va se proclamer marquis, Marqués del Valle de Oaxaca. Il va créer un marquisat. Alors là, évidemment, quand les juges de la couronne arrivent, ils prennent les comptes, ils estiment que Cortés a fraudé sur tant et tant de taxes dues à la couronne, ils estiment que l'origine du marquisat est absolument invraisemblable, et très concrètement, ils vont le faire arrêter. Donc Cortés, le grand conquérant de Mexico, sera mis au fer à Mexico, sera obligé de rentrer en Espagne pour se justifier, ça va prendre des années, etc. Scénario qui se reproduit partout, au Pérou, au Guatemala. Le premier temps, c'est les conquistadors, et le deuxième temps, c'est la couronne qui envoie les professionnels de l'administration, les trados, les juristes, et qui disent là, ça va pas, il va falloir se calmer. Et c'est pour ça qu'on aura d'ailleurs de grandes révoltes de conquistadors contre la couronne espagnole. À Mexico en 1566, et puis vous le savez, toutes les guerres du Pérou, Pizarro, Almagro, etc., ce sont aussi des révoltes de conquistadors, parce qu'eux disent, attendez, nous on vient de passer 2 ans, 4 ans dans la boue, on a perdu un copain, un bras, etc. Bon, et qu'est-ce qu'on a en récompense? Oui, quelques centaines d'Indiens, parce que quand on divise par le nombre de conquistadors, les encomiendas, en gros, Cortés en a 30 000, et le petit conquistador de base, il se retrouve avec 300 Indiens, sur lesquels il va lever un tribut qui consiste en quelques sacs de maïs, paille tressée, etc. Donc c'est pas énorme. Rares sont les conquistadors qui arrivent à vivre des fruits de la conquête, très concrètement, et en plus ils n'ont pas le droit de rentrer en péninsule. Parce qu'il y avait l'idée de créer des noyaux de peuplement, et donc en fait, quand vous signez pour devenir conquistador, eh bien il était entendu qu'à l'expiration de votre engagement, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc., vous ne pouviez pas demander le passage, c'est-à-dire demander à rentrer, vous deviez rester sur place et vous faire un petit pécule, ou en tout cas gagner votre vie. Donc je conclus en disant, ça donne quoi cette histoire d'administration comme situation? Des conquistadors qui disent, on a peiné, on a donné de notre sang, de notre sueur, etc. Ils le disent dans des milliers de lettres qui sont conservées dans les archives en Espagne, à l'archive de Simancas, qui était l'archive de la secrétairerie, et puis à l'Archivo General de Indias, donc à Séville. Il y a des milliers de lettres de petits conquistadors qui écrivent à Charles Quint, qui écrivent à Philippe II, en disant « Votre Majesté, j'ai donné ceci ». Ça commence toujours comme ça. J'ai donné un frère, une jambe, tout ce que ma vie avait de beau, etc. Et comment j'en suis récompensé? Moi, j'ai quasiment rien. Par contre, les types qui débarquent de péninsule, vos administrateurs, là, eux, ont tout. Ils arrivent, ils ont des palais, ils se font porter par les Indiens, etc. C'est une distinction qu'on retrouve en espagnol dans Los Antiguos. Donc, quand les conquistadors écrivent, ils disent Los Antiguos, c'est nous, les anciens, les vétérans de la conquête, ceux qui vraiment ont mis les mains à l'épée et dans la boue, et Los Modernos. Los Modernos, c'est ceux qui arrivent après, et notamment les administrateurs professionnels de la couronne. Et donc là, par exemple, en termes d'imaginaire de la conquête, ce qui est très frappant, c'est que dans l'esprit des conquistadors, en fait, le roi leur doit quelque chose pour la conquête. Donc ils savent qu'ils n'arriveront pas à vivre sur la bête localement. Donc là, les mines d'or et tout ça, c'est fini le rêve. Ça fait des années qu'en fait, ils crèvent la dalle à Mexico et plus tard à Manille. Et donc ils écrivent au roi en disant, voilà, nous avons servi votre majesté, nous exigeons ceci. Et quand la couronne ne répondra pas à temps à leurs exigences, en leur donnant des Indiens en encomienda, des titres et des rangs dans les ordres de chevalerie, des primes sonnantes et trébuchantes, une pension de 150 ducats par an, etc., etc., bien, la plupart du temps, les conquistadors vont rentrer dans des logiques de révolte. Donc il y a celle de Lope de Aguirre, le fou, là, qui a écrit des lettres écrivant au roi qu'il était un moins que rien, que sa royauté n'était pas reconnue par le ciel, etc., jusqu'à des gens comme Pizarro ou Martín Cortés, le fils d'Hernán Cortés. Donc, il a eu 2 fils nommés Martín, l'un métis, l'autre non. Et en 1566, Martín Cortés va prendre les armes contre la couronne espagnole à Mexico
en disant voilà, quand même mon père, là il vous a donné le Mexique, etc. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pas grand-chose, bon, ce qui n'est pas vrai, il y a quand même beaucoup de choses, et donc ça donne des révoltes conséquentes. Donc il y a finalement eu plus d'intégration et de conquête par alliance politique qu'on ne l'a dit. Il y a eu, par contre, beaucoup moins d'administration de la part des conquistadors, puisque vraiment, ça a été la bataille entre les vétérans de la conquête et les professionnels dépêchés par la couronne, a été un des grands moteurs, en fait, de l'histoire politique des possessions hispaniques. Alors à nouveau, merci beaucoup pour le va-et-vient. C'est pas forcément pour orienter, c'est juste une remarque, mais c'est une question en fait, pas une remarque, c'est une question et pas du tout de spécialiste. J'ai été sensible à l'expression il y a quelques minutes d'une centaine de gugus dont il faut bien rendre compte du succès parce que c'était pas gagné d'avance. Et là pour le coup, je demande juste, en confrontant l'homme du XVIe siècle qui s'aventure au XVIIe et celui du XIXe, si justement entre le moment de l'expansion moderne du XVIe, XVIIe et celui de la deuxième grande vague de colonisation du XIXe, on n'a pas quelque chose d'assez décisif qui est la deuxième vague, là c'est avéré, l'installation d'une asymétrie indiscutable de la violence dans les moyens de conquête. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on peut justement considérer que quelque chose de décisif a été transformé là, que on est, pour parler un langage pas déterminé, très commun, mais on est dans l'expansion du XVIe, dans une espèce de folle aventure très incertaine et pas du tout assurée de gagner, alors que pour le coup l'expansion européenne n'a rien d'une fatalité ou d'une assurance voilà, définitive. Alors que si ensuite on s'intéresse la deuxième grande vague, eh bien voilà, les seuils sont franchis, les différences dans l'organisation économique, industrielle, dans les moyens mobilisés font que, en vérité, on utilise un même mot, mais qui désigne deux opérations et deux types de conflits complètement hétérogènes. Et pour finir sur cette question de la pertinence de la comparaison, qu'est-ce que ça produit aussi, puisque c'est ce dont on parle comme effet sur l'imaginaire. Est-ce qu'on véhicule le même imaginaire quand on est un aventurier très incertain et pas sûr de gagner, ou quand on est au contraire le représentant, le vecteur d'un mouvement qui mobilise de tels moyens que, en vérité, l'issue est à peu près acquise, ce qui n'empêche pas individuellement qu'on peut quand même y rester. Pas de chance. Alors, je pense qu'il faut respecter, là, pour le coup, assez précisément la chronologie pour répondre à cette question-là. C'est-à-dire que derrière, on ne peut pas séparer cet imaginaire de la conquête de la question de la possession ou non des territoires. C'est-à-dire que, on voit bien comment ça se passe. On voit bien comment ça s'organise à partir. Ce qui précipite un petit peu la conquête moderne, c'est ce qui se passe en Inde au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que là, il y a des modèles qui, pour une part, rejoignent les modèles de la conquête des Amériques, et en particulier cette affaire qui est très très importante de ce que Romain Bertrand appelait les supplétifs indigènes, c'est-à-dire que les Français, et puis à partir du traité de Paris de 1763, les Britanniques principalement, quand ils entreprennent la conquête de l'Inde, et notamment la conquête du Bengale dans les années 1750-1760, le font avec des troupes indiennes. Ce qui faisait dire à Seeley, qui était le premier titulaire de la chaire d'histoire impériale à l'université de Cambridge en 1883, que les Anglais n'avaient pas conquis l'Inde, que l'Inde s'était conquise elle-même, puisque la plupart des batailles qui avaient été faites avaient opposé essentiellement des Indiens à des Indiens. Donc ce modèle-là, on le retrouve avec une préoccupation qui sera une constante de la politique britannique jusqu'à assez tard en réalité, jusqu'à ce moment où Victoria devient impératrice des Indes, qui est de ne pas vouloir contrôler les territoires.
Ce qui est intéressant pour les Britanniques, c'est de contrôler les circuits commerciaux, c'est évidemment, si c'est possible, de contrôler les mécanismes d'impôts, mais en laissant à chaque fois aux chefs d'État locaux un peu plus que les apparences de la souveraineté, il faut bien le dire. Et alors, ça pose une question, effectivement, qui est celle de cette asymétrie des moyens de la conquête. Mais cette asymétrie des moyens de la conquête, c'est vraiment quelque chose, alors là, on peut parler en individu du XXIe siècle, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on se retourne vers cette histoire et qu'on dit, ah tiens, il y avait une asymétrie de la conquête. Parce qu'effectivement, à partir des années 1860-1880, la révolution du fusil a opéré ses effets, et donc on a des fusils à chargement par la culasse, à répétition, avec de la poudre sans fumée, des mitrailleuses, des canonnières, enfin tout ce qui fait qu'à partir de 1880, les Européens outre-mer ne perdent plus une guerre. C'est quasiment plus possible. Sauf les Italiens, mais en général en Europe, on mettait ça sur le compte du fait qu'ils étaient d'épouvantables soldats. Mais à cause de la bataille d'Adwa et ensuite en Tripolitaine. Mais en réalité, jusque vers 1880, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire la seule supériorité réelle que possèdent les Européens dans la projection outre-mer, c'est la supériorité de la marine. Où là, effectivement, ça fonctionne, et d'ailleurs dès avant la marine à vapeur, avec ces grands 3 mâts carrés qui sont au maximum de leur perfectionnement aux alentours de 1800. Donc là, effectivement, il y a moyen, et évidemment c'est accentué par le blindage, la vapeur, les canons, l'artillerie embarquée, il y a moyen, comme les Anglais en 1840-1842, de faire plier l'Empire de Chine, alors qu'au total, pendant la première guerre de l'opium, ils engagent 7000 hommes, et qu'en théorie, l'empereur de Chine en a 700 000 à sa disposition. Donc, oui, sur les côtes, par des bombardements, il y a une asymétrie. Mais sinon, il n'y a pas d'asymétrie. Il faut attendre assez longtemps. Ce qui est sûr, c'est que cette forte puissance de la marine, en gros depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, et ensuite, par la suite, la puissance de l'artillerie européenne, pose ce problème que Romain Bertrand tout à l'heure a posé dans des termes d'ailleurs très 19e, puisque imaginer que la conquête puisse être le sujet d'une phrase, c'est vraiment une opération intellectuelle du 19e siècle. La conquête au 19e siècle, effectivement, produit sa propre critique, mais pour des raisons qui tiennent aux justifications qu'au 19e siècle on donne à la conquête. C'est-à-dire que si la conquête a effectivement pour objectif de propager la civilisation, parce que c'est devenu la mission de l'Europe occidentale, évidemment, en germe, il y a toute la critique de la conquête elle-même, puisque, comme le disent énormément de gens au XIXe siècle, c'est pas en s'y prenant avec cette violence qu'on va civiliser les peuples sauvages. C'est pas vrai. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais il faut se souvenir de la litanie des scandales coloniaux ou impériaux au XIXe siècle. Il y en a eu énormément. En 1844-1845, quand les troupes françaises procèdent à l'enfumage des grottes du Dara ou des emmurages. Alors ça tient, tout ça, en général, c'est rapporté à une notion qui apparaît avec la guerre d'Espagne de Napoléon Ier, qui est la notion de guérilla. C'est-à-dire qu'outre-mer, les Européens ne peuvent pas se livrer à l'idéal de la guerre classique, qui est la bataille rangée et le siège. Donc ils ont affaire à un problème qui est lié à l'occupation des territoires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour contrôler les territoires, alors qu'en face, on a une opposition qui ne peut pas se structurer en armée régulière, parce qu'en armée régulière, elle serait battue, et qui donc se réfugie au sein de la population civile, et qui opère par escarmouche, embuscade, coup de main. Avec ce problème de la guérilla, qui est que la guérilla a pour objectif de décourager l'adversaire. Dans la guerre classique, on essaie d'organiser, celle qui se théorise à partir de la fin du Moyen-Âge, on essaie de mettre en place les conditions de grandes batailles qui, alors c'est particulièrement vrai à l'époque napoléonienne, mais qui font que la victoire soit d'une bataille décisive, soit de plusieurs batailles, fait que les plénipotentiaires, au moment des diplomates, arrivent en position de force au moment de la négociation. La technique de la guérilla, c'est pas du tout ça, c'est de décourager l'ennemi pour qu'au bout d'un moment, on admette le fait qu'on n'arrivera jamais à contrôler ce territoire et qu'on s'en va.
ce qui implique une publicité particulière des atrocités, puisque le fait de couper les parties génitales d'un soldat et de les mettre dans sa bouche, ou de découper les membres d'un soldat encore vivant, ou de lui peler la peau avant de le tuer, c'est en laissant des survivants qui puissent aller raconter cette histoire-là, ça n'est pas la preuve que les individus sont particulièrement inhumains. C'est une atrocité qui participe d'une logique stratégique. On va décourager l'armée d'occupation de cette façon-là. En contrepartie, ça a pour effet ces techniques de contre-guérilla qui s'expérimentent dès l'Algérie des années 1830-1840, le Mexique des années 1860, une campagne qu'on a un petit peu oubliée, ou bien d'autres, où pour essayer de tuer dans l'œuf la guérilla, on va justement mettre en place également des régimes d'atrocité. Sauf que la publicité de ces atrocités, quand elle arrive en Europe, elle disqualifie les motifs même de la conquête, puisque cette conquête est censée se faire au nom de la civilisation. Mais il faut se souvenir des débats qui ont entouré en Angleterre, par exemple, la répression de la révolte des Cipayes, ces supplétifs de l'armée des Indes en 1857-1858, ou la répression de la révolte de la Jamaïque en 1865, ou de façon générale, enfin, tout un tas de scandales, alors surtout à partir de la grande entreprise de conquête des territoires des années 1880, où là, il y en a énormément. Énormément. Et on fait chuter des gouvernements. Quand on se souvient, il y a un débat aujourd'hui, enfin un débat qui est porté par la Namibie pour faire reconnaître les exactions contre les populations Herero et Nama par l'occupant allemand dans les années 1904-1905. Il y a actuellement une revendication pour reconnaître la qualification de génocide de ça. Et qui est évidemment qui a des résonances extrêmement fortes, comme on peut l'imaginer, puisque ce sont des Allemands qui auraient opéré le premier génocide du XXe siècle dans une colonie dont le grand-père de Göring a été un des premiers administrateurs, alors même qu'il n'était pas là en 1904-1905, mais on lui fait porter aussi le poids de cette responsabilité-là. Le gouvernement tombe sur cette question-là en Allemagne, de la même façon que enfin là j'ai plus d'exemple en tête, mais on peut en trouver d'autres à cette époque-là. Donc on en parle beaucoup. Donc il y a effectivement, comme le disait Romain Bertrand tout à l'heure, cette conquête qui porte en elle sa propre condamnation. Sauf qu'en fait, quand on le dit comme ça, on méconnaît les rapports de force à l'intérieur des sociétés impérialistes. Puisque, évidemment, ce ne sont pas les mêmes il y a Bartholomé de Las Casas, mais sinon, ce ne sont en général pas les mêmes qui opèrent les atrocités et qui les dénoncent. Et dans la dénonciation des atrocités, il entre énormément de facteurs qui ne sont pas toujours très clairs. C'est ce qui fait souvent qu'on ne reconnaît pas à ces dénonciations du XIXe siècle la qualification d'anticolonialisme. Alors même que, moi j'avais étudié ça pour la conquête de l'Annam en 1883, le discours qui est tenu pour dénoncer les atrocités n'est pas tellement différent du discours que nous, individus du début du XXIe siècle, pourrions tenir. Mais ce qui est différent, c'est la sincérité de cette condamnation. C'est la sincérité de cette dénonciation. C'est-à-dire, par exemple, on s'aperçoit que dans la plupart des dénonciations de la conquête sous sa forme du XIXe siècle, on dénonce très volontiers les atrocités des autres. On n'a pas de mot assez dur en France pour les atrocités britanniques. Et on n'a pas. Alors l'exemple paradigmatique, c'est me semble-t-il, c'est l'affaire du scandale des mains coupées dans le Congo du roi des Belges des années 1900, où là il y a une réprobation unanime des Européens, et d'ailleurs très exagérée, en tout cas dans sa forme, sur la façon dont les compagnies qui possèdent le Congo traitent les Congolais. Mais en fait, derrière, il se trouve que le Congo, si on l'a donné au roi des Belges au Congrès de Berlin en 1885, c'est parce qu'il intéressait les Français, il intéressait les Britanniques, il intéressait les Portugais, c'était une façon de le neutraliser. Dénoncer la façon dont les Belges occupent le Congo, c'est aussi une façon de libérer aussi à un moment donné le Congo et peut-être de prévoir une autre forme d'annexion. Et c'est pour ça que, oui, la conquête
porte en elle sa propre condamnation, c'est vrai, mais dans des configurations politiques et sociales qui font quand même que cette condamnation, elle n'est pas tenue de la même façon par tout le monde au même moment. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est plutôt de faire ressortir les débats, et encore une fois, la question de leur sincérité. Et ce qui est vrai de la conquête, mais là, ça nous éloignerait de notre sujet, mais enfin, rejoint de façon générale la question de la condamnation des atrocités, puisque ces atrocités, elles peuvent être commises par les conquérants, elles peuvent également justifier la conquête. On va évidemment faire la conquête au nom de pratiques particulièrement atroces, et elles peuvent justifier ce que les juristes du XIXe siècle commencent à qualifier d'intervention d'humanité et qu'on appelle aujourd'hui le droit d'ingérence, et qui pose des problèmes juridiques et politiques infinis, puisque, comme on le disait dès le XIXe siècle, l'intervention d'humanité, disons le droit d'ingérence, c'est aussi le droit du plus fort. Comme le disait un juriste français dans les années 1870, on n'imagine pas à un seul moment l'Espagne, cette Espagne toute pourrie des années 1870, intervenir en Angleterre et envoyer son armée en Grande-Bretagne au nom de la défense des droits des Irlandais. Ouais. Non, je pense en fait, c'est vrai que le jeu que tu nous fais jouer, qui est un jeu amusant, c'est-à-dire de parler pour le XVIe siècle et de parler pour le XIXe siècle, emporte un risque qui est de minimiser la continuité au XVIIe et au XVIIIe siècle de ce qui se produit au XIXe. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait eu un siècle de la conquête sanglante et pourquoi pas un siècle matriciel de la projection de l'Europe sous des formes violentes hors de ses frontières entre guillemets naturelles qui serait le XVIe siècle, et puis un deuxième temps de la conquête ou de l'occupation, évidemment, ça passe par pertes et profits, le fait que dans la plupart des cas, au XVIIe et au XVIIIe siècle, eh bien, les présences européennes se consolident, les compagnies à charte, hollandaises, britanniques, créées au début du XVIIe, eh bien, concrètement, n'expireront qu'à la fin du XVIIIe, voire pour la compagnie des Indes britanniques, seulement en fait, voilà, au milieu du XIXe siècle. Et ça, par exemple, dans l'histoire française, souvent, il y a l'idée qu'en gros, on a raté les conquêtes du XVIe siècle. L'Amérique, ça n'a pas été super concluant, et l'Asie, on l'a raté. Il n'y a pas eu véritablement de volonté française d'avoir une politique donc d'implantation en Asie, etc. C'est la double faillite coloniale de la France au XVIe siècle, pour citer une expression de Lucien Febvre. Et donc, il y a l'idée qu'en fait, finalement, la colonisation par la France ne commence véritablement que sous les formes qu'on lui connaît au XIXe siècle. Évidemment, ça passe par pertes et profits. Toute l'histoire de l'institution des sociétés de plantation esclavagistes dans les Antilles françaises, ça passe par pertes et profits, une histoire de la pénétration le long des grands fleuves, Sénégal et Niger, en Afrique, qui commence bel et bien au XVIIIe siècle et pas seulement au XIXe, etc., etc. Donc il n'y a pas ces deux moments, et entre les deux, d'une certaine manière, il faut rétablir quand même là des continuités, parce que précisément, elle joue sur la question des asymétries, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les Européens, dans la longue ou la moyenne durée du XVIe au début du XIXe siècle, consolident des politiques, on pourrait dire, d'enclave côtière, qui leur permettent après de jouer les jeux militaires d'annexion, donc plus tard dans le XIXe siècle. Et cette idée-là, ce que tu disais, c'est-à-dire que, effectivement, les Britanniques, ce qui les intéresse, c'est pas de toute façon de conquérir des territoires, puisqu'ils n'en ont absolument pas les moyens. Les Britanniques n'ont pas les moyens, lorsqu'ils arrivent en Inde, de faire plier l'Empire moghol, de faire tomber du jour au lendemain l'Afghanistan, etc., même avec des supplétifs à disposition. Ce qui les intéresse, c'est de tenir à minima, donc en tout cas jusqu'au sortir du XVIIIe siècle, des positions côtières qui leur permettent tout simplement de maîtriser des voies commerciales et en particulier d'organiser cette espèce de grand troc entre le thé et l'opium, entre l'Inde et la Chine. Un siècle de politique britannique en Asie a consisté à sécuriser des positions côtières entre l'Inde et la Chine, y compris dans des lieux improbables comme la côte nord de Bornéo, pour ce que les East Indiamen, les grands vaisseaux de la marine britannique, eh bien, puissent emporter le thé produit en Inde et le troquer littéralement, sans intervention de fiduciaire, contre de l'opium.
dans l'autre sens. Et donc, ce modèle-là, finalement, c'est aussi un modèle du XVIe siècle. C'est le modèle portugais. Les Portugais, en fait, il n'y a jamais eu d'empire portugais des Indes, au sens de, au XVIe siècle, les Portugais en Asie auraient conquis des territoires immenses, etc. Ils ont tenu des toutes petites positions côtières et organisé entre ces positions côtières fortifiées, eh bien, des routes de desserte qui leur ont permis, en fait, de prendre l'avantage commercial sur un certain nombre de réseaux dans l'océan Indien, plus tard dans les mers d'Asie du Sud-Est. Donc au XVIe siècle, il y a en fait vraiment, en simplifiant, deux grands modèles. Il y a vraiment un modèle d'occupation territoriale, d'asservissement de la main-d'œuvre indienne par le système de l'encomienda, le travail forcé, la corvée dans les mines, etc. C'est le modèle espagnol. Et à partir du moment où la question précisément du contrôle territorial, donc du contrôle direct de la main-d'œuvre compte, eh bien, il ne peut y avoir qu'annexion, c'est-à-dire reddition absolue de souveraineté des sociétés locales. Dans le modèle portugais, en revanche, il ne s'agit pas de conquérir, d'asservir, voilà, de réduire en servitude des populations locales, mais il s'agit de s'assurer de positions côtières, et là, souvent, c'est sous la forme de traités avec les souverains asiatiques, qui sera aussi la politique de l'East India Company, jusqu'à quasiment voilà, les cipayes placés, etc., jusqu'aux grandes batailles qui vont décider, et d'ailleurs décider du basculement du régime d'une compagnie privée, c'est une compagnie à charte privée, l'East India Company, donc du côté d'une intervention, parce que les scandales coloniaux, c'est beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que souvent les intérêts privés, lorsqu'ils sont vraiment mis en danger militairement ou politiquement par les sociétés locales, en Asie ou en Afrique, eh bien, demandent ou provoquent l'intervention des moyens publics. Et donc il y aura en Angleterre, tout au long du XIXe siècle, des gens qui vont dire que ça commence à coûter très cher de mobiliser des bâtiments de la Royal Navy pour aller sauver quelques colons qui, par ailleurs, donc, tirent profit à titre purement privé de leur présence en Asie ou aussi bien sur les côtes de Bornéo, etc. Le dernier point, c'est sur... donc finalement, voilà, il y a ce modèle portugais qui est un modèle de l'enquistement côtier, de l'hégémonie croissante sur des réseaux de négoces à longue distance déjà existants, et qui implique surtout donc de la tractation politique et diplomatique avec les sociétés locales, qui n'est pas du tout le modèle espagnol. Sur la question de l'asymétrie, oui, évidemment, c'est-à-dire que l'asymétrie réelle des moyens de violence, en fait, est constituée beaucoup plus tardivement que ce qu'on dit, c'est-à-dire pas avant, en fait, la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme l'asymétrie d'ailleurs économique. C'est la grande démonstration de Kenneth Pomeranz de l'école de Californie. C'est-à-dire que jusque dans les années 1750, rien n'est joué entre l'Europe et la Chine, en termes de développement capitaliste, de croissance économique, commerciale, etc. C'est un peu la même chronologie pour véritablement les avancées militaires. Mais il y a des asymétries qui ne sont pas seulement dans les moyens de violence, les moyens matériels, mais dans également la question des codes de conduite ou des arts de la guerre. Parce que ce qui est frappant, par exemple, moi, un cas que j'ai spécialement étudié, c'est la conquête de Malacca, cette ville au sud de la péninsule malaise, par les Portugais en 1511, en août 1511. C'est un événement décisif, puisque c'est là que les Portugais prennent la main sur l'acheminement des épices depuis l'Indonésie orientale, c'est-à-dire qu'en gros, là, l'accès aux épices donc, se réalise par la conquête de Malacca. Et en fait, lorsqu'on lit les innombrables récits portugais, mais aussi les quelques récits malais de la conquête de Malacca, on voit que ce qui s'est passé concrètement, alors dans les récits portugais, c'est évidemment, on se masse devant la ville, le sultan, évidemment, c'est sa faute parce qu'il nous a fait prisonnier quelques marins, il doit légitimement être châtié pour l'offense, etc. Et puis on débarque des troupes, c'est du combat rue par rue, on prend quartier après quartier, etc. Plein de héros qui meurent, le nom du Christ à la bouche, etc. Bon, en fait, quand on lit vraiment les sources militaires, et pas seulement ces lettres-là, qui sont envoyées par les capitaines au roi, pour dire quand même on a plutôt bien bossé à Malacca, et quand on lit les récits malais, on se rend compte qu'en fait, il y a eu peu de batailles parce que les Malais ont quitté la ville. Ce qui est assez logique. Vous voyez surgir la flotte de gens dont vous savez quand même pas exactement qui ils sont. Ils viennent du pays des Francs, mais où exactement? Le Portugal, c'est quoi, etc. Des types qui massivement commencent à canonner et ensuite débarquent des troupes. Vous vous dites, c'est quoi? C'est des pirates. Je trouve que des pirates en Asie, des types qui canonnaient les villes et ensuite qui les pillaient, il y en avait plein. Il y avait des pirates japonais, il y avait des pirates chinois, il y a des pirates coréens. Donc les Malais ont pensé que c'était une opération de piraterie, qu'en fait les Portugais allaient débarquer et piller la ville, bon, éventuellement l'incendier, et puis repartir. Donc ils ont gagné l'arrière-pays, et le problème c'est qu'en fait, tout simplement, les Portugais ont débarqué, se sont fortifiés immédiatement. Et c'est lié à un truc aussi, qui a été un des avantages décisifs, c'est vrai, des Européens, c'est l'usage systématique de l'artillerie embarquée.
Parce que ce qui, tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, fait l'avantage dans ces situations-là, c'est d'embarquer une artillerie. En gros, on miniaturise de plus en plus le canon, et c'est de plus en plus efficace. Les bombardes permettent de tirer de plus en plus loin, et puis les petits canons, les coulevrines, les fauconnettes permettent au contraire de cibler à des distances de 100 mètres, 150 mètres, quand on est dans la rade de la ville qu'on veut conquérir. Mais ça existait aussi en monde malais, sauf que là, il n'y a pas eu d'entrée en guerre maritime. C'est-à-dire qu'en fait, les Portugais ont utilisé une artillerie embarquée, non pas pour une bataille navale, comme ça on en avait l'habitude partout dans la région, en Asie, mais ils l'ont utilisé pour bombarder, canonner littéralement une ville, ce que ne faisaient que les pirates, qui donc ne combattaient pas vraiment. Et la preuve de ça, c'est que donc, les Malais qui avaient fui la ville se sont retrouvés bien embêtés quand les Portugais sont restés, littéralement ont fortifié, ont fermé la ville. Seulement, il y a d'autres souverains du coin qui, eux, se sont dit que non, on n'a pas laissé les Portugais rester là. Et lorsque, par exemple, des souverains du nord, de la côte nord de Java ont envoyé leurs propres vaisseaux pour guerroyer contre les Portugais dans le détroit de Malacca, les Portugais avaient des nefs de 200-220 tonneaux au maximum, les nefs javanaises faisaient 500 tonneaux, avaient 2 fois plus de canons embarqués, et les Portugais ont perdu toutes les batailles en 1512, 1513, etc., et ne pourront jamais, ils sont à Malacca, l'île de Java est juste à côté, ils n'arriveront jamais à s'implanter sur la côte nord de Java. Donc là aussi, il faut relativiser la conquête. Malacca s'est passé une fois, mais dans les faits, les Portugais seront cantonnés dans leur position côtière et n'auront pas la suprématie en mer, jamais en Indonésie, ni non plus les Hollandais jusqu'au sortir du XVIIIe siècle. Et le dernier point, ce que tu disais de la publicisation des massacres, c'est intéressant de voir comment ça se passe aussi au XVIe siècle. La légende noire de l'Espagne, l'extermination des Indiens des Amériques. En fait, ce qui diffuse le plus le texte de Bartolomé de las Casas, la destruction des Indes, un pamphlet de 1555 dans lequel il décrit tout ça, de manière ramassée. La destruction des Indes, c'est en fait un abrégé d'un autre ouvrage de las Casas qui lui faisait des centaines de pages, et c'est en gros les moments choisis des exactions. C'est le pire du pire, une espèce de sélection des très mauvais moments de la conquête espagnole du Mexique et des Caraïbes. Et celui qui va donner le plus d'audience en Europe à ce texte, c'est Guillaume d'Orange. C'est le prince d'Orange. Donc, vous savez, c'est la révolte des Pays-Bas contre l'Empire espagnol. Donc, Guillaume d'Orange qui fait aussi face à la présence de l'armée espagnole, pas n'importe laquelle, l'armée des Flandres, qui est en train de mettre à feu et à sang les Provinces-Unies pour châtier les rebelles hollandais, évidemment, de leur basculement du côté de l'hérésie protestante, pour aller vite. Et donc Guillaume d'Orange, qui est en train d'essayer de combattre pour les Pays-Bas indépendants contre l'Empire espagnol, eh bien, dans son apologie, qui est l'acte officiel par lequel il rejette la tutelle et la suzeraineté de l'Espagne, eh bien, le premier argument et texte qu'il met en avant, c'est le texte de las Casas, donc c'est le texte de 1580, l'apologie de 1580, c'est le texte de las Casas sur la destruction des Amériques, en disant, regardez, ces Espagnols, voyez ce qu'ils ont fait aux Amériques, eh bien, sachez qu'ils feront partout pareil en Europe. Ils feront cela chez nous aux Provinces-Unies, ils feront cela dans les pays germaniques, parce que si on laisse l'armée des Flandres commencer à châtier des protestants au nord de l'Europe, où s'arrêtera-t-elle ? Et donc, finalement, la diffusion de cette légende, eh bien, effectivement, elle vient d'un calcul politique par la bande assez compliqué. Ce sont les Hollandais qui bâtissent la légende noire de l'extermination des Indiens d'Amérique, dont ils n'ont pas en soi grand-chose à faire, pour mettre en garde leur propre société et surtout les princes des pays germaniques contre la cruauté des Espagnols. Donc on a quand même toute une entreprise très organisée à l'époque pour bâtir cette légende noire de la conquête. Oui, je note plein de choses. Deux, trois remarques. Quand même, à un moment donné, ça fait 2 fois qu'on parle de supplétif à propos des troupes indigènes qui permettent la conquête. Il faut voir ce que ça veut dire, supplétif. Quand les Français prennent la ville de Ségou dans le Sahel actuel, en 1890, ils le font avec une troupe de 3600 hommes dans laquelle il y a 50 Français. Donc, supplétif, c'est sans doute un terme qu'il faut un peu interroger, parce qu'en réalité, ils sont très très largement majoritaires dans une grande partie des combats. D'ailleurs, on sait que l'armée des Indes britanniques, elle était massivement composée de cipayes. Alors, il y a 2 différences avec ce qui se passe au XIXe siècle, et le Portugal est un assez bon exemple de ça, parce que ce modèle portugais du XVIe siècle, on pourrait presque parler d'un modèle inverse au XIXe.
C'est-à-dire que les conséquences, je suis entièrement d'accord, hein, de cette évolution des XVIIe et XVIIIe siècle avec la VOC, enfin la compagnie des Indes orientales néerlandaises avec la compagnie des Indes orientales britanniques, met en place effectivement un modèle de domination qui est un modèle qui se fonde sur des points d'appui sur les côtes et qui contrôle essentiellement les voies maritimes. Tout ça c'est vrai. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir au moment où ça change au XIXe siècle et où on se dit, tiens, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la conquête des territoires. Par exemple, la prise d'Alger par les Français en 1830. Au départ, c'est pas du tout une conquête des territoires. D'ailleurs, c'est même presque une opération de politique intérieure, la prise d'Alger. Et c'est le débat qui va y arriver. Et la première petite nation qui, au XIXe siècle, dans laquelle on voit apparaître vraiment cette idée qu'au contraire, les territoires, c'est important, c'est le Portugal, avec l'idée qu'ils viennent de perdre le Brésil en 1822, et le Brésil, c'était quand même un gros territoire, pensé comme ça, et c'est cette idée d'obtenir un deuxième Brésil à partir des petites possessions qu'on avait en Angola et au Mozambique, et d'obtenir une sorte, ce qu'ils n'auront jamais, mais enfin, une sorte d'immense Afrique portugaise qui irait de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien, et là, on a une première formalisation vers 1830 de cette question-là. Et puis, il y a quelque chose qui change, me semble-t-il, au XIXe siècle, et qui nous intéresse directement aujourd'hui. Alors, c'est sans doute chez Las Casas, d'accord, au XVIe siècle, mais c'est au XIXe siècle, surtout à la fin, à partir des années, disons, entre 1860 et 1880, c'est que le bout du monde se rapproche par le télégraphe électrique, et peut-être plus encore, et là je pense aux travaux de Suzanne Sontag sur la question, par la photographie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... comment est-ce que change à ce moment-là la sensibilité européenne à la souffrance des peuples extra-européens à cause des Européens eux-mêmes. Et ça, c'est un tout petit peu problématique. C'est-à-dire que, au même moment, on va expliquer que les agents de la conquête, les soldats ou les aventuriers, ce sont les derniers chevaliers, ce sont les derniers paladins, parce qu'ils peuvent vivre, outre-mer, des aventures militaires qui sont impossibles à vivre dorénavant en Europe. Et on va exalter le fait qu'il y a des batailles, par exemple, contre les Zoulous, où les Anglais redécouvrent l'usage de la lance et de la sagaie dans le cadre du combat. On va mettre en place des corps de dromadaires. Au moment de la conquête de l'Abyssinie, ce seront des éléphants. Il y a tout un exotisme comme ça, un débraillé des costumes. Comme le disait le général de Négrier à la fin du XIXe siècle, mal nommé en l'occurrence, parce que c'était plutôt un brave homme, on envoie ces gens là où l'on meurt. Alors qu'en Europe, il n'y a plus de bataille. Les gens, c'est la religion de l'astique, il faut avoir des boutons de guêtre impeccables, il faut avoir ses chaussures cirées, il faut savoir faire son lit au carré, mais en fait, on ne se bat pas. Alors qu'au loin, on se bat dans des conditions incroyables, on se bat contre des peuples dont on dit en Europe que ce sont des peuples féodaux, alors qu'on a cette représentation de l'Europe comme des sociétés en voie d'uniformisation, de démocratisation, et c'est tout ce que dit Canadine dans le mentalisme, c'est qu'à un moment donné, on va retrouver là-bas la possibilité de vivre une vie féodale, et de la vivre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire les conditions seigneuriales. Et tout ça s'accompagne en même temps de pratiques combattantes qui sont jugées impensables en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, ou dans l'ensemble du XIXe siècle. Par exemple, le butin, et le partage du butin organisé par les officiers. Un butin qui va jusqu'au partage des femmes, puisque après la prise de Ségou en 1890, par exemple, c'est la prise de Nioro en 1891, et que le commandant français qui organise ça, qui s'appelle Archinard,
qui vient de prendre la capitale d'Amadou, organise le partage des femmes de la ville et lui-même s'appropriant 5 des femmes d'Amadou. Ce qu'on voit aussi au moment des guerres de l'opium, c'est raconté par Julia Lowell, ça par exemple, avec le partage des captives chinoises par l'armée anglo-indienne, les Britanniques prenant les femmes les plus jolies et ensuite laissant les supplétifs indiens, beaucoup plus nombreux, choisis. Et tout ça est en théorie impensable en Europe. Ça ne veut pas dire que, et on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y aura des pillages, il y aura des pratiques de butin, il y aura des viols évidemment. Mais c'est institutionnalisé et légitimé dans le cadre des guerres lointaines. Et ça, il se trouve qu'à ce moment-là, c'est aussi le moment où, à cause du télégraphe, et puis après à cause de la photographie, s'institutionnalise le reportage de guerre. Et où on a des témoignages de ça de plus en plus précis, avec ce dont on parlait tout à l'heure à propos du scandale des mains coupées, c'est-à-dire que ce problème que pose la photographie, qui est le découplage de l'image et du récit que l'image prétend raconter, et où on a, à partir, alors assez vite, à partir de la Troisième Guerre anglo-birmane, dans le Congo, en Tripolitaine, avec les Italiens en 1911, des photographies d'atrocités qui fixent pour l'éternité le moment de l'atrocité et qui engagent tout un débat, parce que là encore, il n'y a pas de pour le coup de conquête qui nous parle, quoi. Ce sont des débats à l'intérieur de la société qui posent le problème des conséquences humaines de la conquête. D'autant plus que les gens du XIXe siècle ont posé comme principe que cette conquête, elle se faisait au nom de grandes valeurs. Alors j'ai déjà parlé de la civilisation, mais aussi de l'humanité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Fauteuil jaune au milieu. Je suis désolée. Pardon, merci. C'est trop intéressant. J'apprends français. Alors, pardon d'abord pour toutes mes erreurs. Mais j'ai là 2 questions. Mon question est, je suis intéressée à Christophe Columbus, et la personnalité de l'aventurier. Je cherchais un moment comme la 16e siècle a été d'abord l'âge de l'exploration. Alors après la conquête et civilisation aussi, mais je suis intéressée à la science. Il d'abord a été pas militaire, je pense, mais un homme du XVIe siècle, comme, je ne sais pas, Leonardo da Vinci, mais peut-être pas la même personnalité vraiment, mais il a été intéressé à géographie, et pour cette raison, c'est là, pour même en fait c'est quelque chose de science aussi, comme toute la monde antique a été intéressée pour découverte, je pense aussi, tout comment ça marche. Si nous sommes ici en Europe, si il y a un autre. C'était mon première question. Et mon deuxième, je cherchais aussi maintenant l'idée, le concept de la camp concentration, oui, concentration camp, et du colonialisme britannique à Afrique du Sud. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Oui, merci. Alors, une question. Oui, voilà, moi, je réponds à la première question et Sylvain Bonner à la deuxième. Oui, la question de l'âge de l'exploration au XVIe siècle.
Enfin, d'ailleurs, la notion de « the age of exploration », c'est la formulation britannique de ce que nous énoncerions par le syntagme « grande découverte ». Évidemment, chaque pays, chaque nation scande cette histoire des grandes découvertes ou de l'exploration du monde de manière un peu différente. Donc, évidemment, pour les Espagnols et les Portugais, le XVIe siècle, c'est très important. Pour les Hollandais et les Britanniques, c'est plutôt le XVIIe, le XVIIIe, etc. Mais c'est cette espèce de long récit sans trêve ni trouée de la façon dont l'Europe avant tout le monde, l'Europe parfois seule, eh bien, s'est donné les moyens techniques, commerciaux, intellectuels, de la curiosité, de la découverte des lointains, etc. C'est un grand récit, comme tous les grands récits, il faut y faire attention aussi, parce qu'on peut maintenir l'idée d'un âge de l'exploration pour le XVIe siècle. Après tout, il pourrait y en avoir un autre au XIIIe siècle, avec l'expansion mongole et avec les progrès aussi de la connaissance donc, de l'ensemble du monde eurasiatique. Il pourrait y en avoir un aussi au moment des conquêtes d'Alexandre dans la Haute Antiquité, etc. Donc on pourrait penser des âges de l'exploration successifs avec des moments où il y a, c'est vrai, des effets d'échelle dans le décloisonnement des horizons et des connaissances. Mais si on maintient cette appellation pour le XVIe siècle, alors il faut de fait pas la réserver seulement à l'Europe. Et ce qui est terrible, c'est que les premiers noms qui nous viennent à l'esprit, eh bien, sont en général ceux de Christophe Colomb, de Magellan, etc. Mais évidemment, il y a à l'époque, au XVe et au XVIe siècle, des entreprises exploratoires tout aussi importantes, par exemple les grandes navigations de l'amiral eunuque musulman Zheng He, qui sont du début du XVe siècle, et qui sont d'ailleurs d'une échelle, ça on le sait aujourd'hui de manière certaine, sur-scientifique. Il y a une très belle notice de Timothy Brooke sur ces campagnes d'exploration des années en gros 1405-1430, une flotte colossale de plus de 20 000 hommes, avec près de 300 navires, lancés depuis la Chine impériale en direction des côtes orientales de l'Afrique, et qui, chemin faisant, eh bien, va non seulement faire du négoce, le cas échéant laisser des positions fortifiées, mais cartographier et décrire. Donc il y a une cartographie, un âge de l'exploration chinois qui est contemporain et même un tout petit peu antérieur à l'exploration européenne. Et donc il y a une histoire des sciences derrière cette histoire des âges de l'exploration, qui est une histoire qu'il faut élargir. Voilà, il y a aussi une cosmographie arabo-musulmane qui, du XIe au XIVe siècle, joue un rôle tout à fait clé, et notamment permet la redécouverte qui permet les grandes découvertes, c'est-à-dire celle d'un certain nombre de textes de la tradition grecque, ptolémaïque, de textes de la tradition aristotélicienne, etc. Donc en tout cas, il ne faudrait pas penser uniquement Colomb au sens de l'Europe. L'Europe et le monde autour qui n'auraient été là que pour être découverts passivement. Il y a des choses qui se passent en Asie qui sont très importantes, et puis il y a un berceau ou un creuset méditerranéen, et donc arabo-musulman et arabo-chrétien, qui du XIe au XIVe siècle eh bien, donne précisément les moyens en termes de cartographie, parce que le portulan du XVe siècle n'est pas sorti de nulle part, l'astrolabe non plus, etc. Le calcul des latitudes non plus. Il y a quelque chose qui le précède et qui est là et qui n'est pas européen au sens, on pourrait dire, identitaire restreint, ou parfois on l'emploie quand on pense grande découverte. Oui, et les camps de concentration, c'est un sujet très actuel. Il y a eu un livre il y a fort peu de temps, là, en anglais. C'est une histoire fascinante et très politique. C'est-à-dire, pour faire un camp de concentration, il faut deux choses. Il faut du fil de fer barbelé et du chemin de fer. Donc le chemin de fer, on l'a à partir des années 1830. Le fil de fer barbelé, il est breveté en 1876. Et puis il faut une bonne raison d'organiser ça. Et la bonne raison qu'on a d'organiser ça, c'est la guérilla. Parce que le problème de la guérilla, c'est ce mélange des populations combattantes et des populations civiles. Donc, dans le cadre d'une guerre de guérilla, cette nouveauté qu'est l'association du fil de fer barbelé et du chemin de fer permet en théorie d'isoler les populations civiles pour ne plus avoir à lutter que contre des populations combattantes. Et là, on a une chronologie qui est elle aussi extrêmement intéressante, puisque ça commence à apparaître à Cuba en 1896, dans la guerre que les Espagnols mènent contre les indépendantistes cubains. Puis,
On le retrouve 3 ans plus tard, en 1899, au moment de la guerre des bourgs que les Britanniques mènent en Afrique du Sud contre l'indépendance bourg. Puis on va retrouver ça dans le sud-ouest africain au moment justement de cette lutte des Allemands contre les Herero et les Nama. Là, on est en 1904-1905. Et on retrouve ça à grande échelle dans les Philippines sous domination américaine après la défaite des Espagnols dans la guerre de 1898. Et donc, c'est-à-dire vraiment au moment où les États-Unis se convertissent à l'impérialisme, ce qui n'était pas du tout leur, en théorie en tout cas, leur corps de doctrine. Et donc on voit bien comment ces empires très différents que sont le vieil empire espagnol de Cuba, l'empire britannique, la nouvelle colonisation allemande et cet empire américain qui vient d'arriver, présentent un certain nombre de traits communs qu'il ne s'agit pas de déduire de façon un peu théorique, mais dans la circulation des pratiques de lutte contre la guérilla. Alors après, il y a... voilà, ces camps, il faut les prendre comme ça, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme un moyen moderne, dans le cadre de ces grands empires de la fin du XIXe siècle, de lutter contre des pratiques de guérilla qui ont été objectivées à partir des années 1800. C'est dans ce sens chronologique qu'il faut les prendre. Parce qu'évidemment, la tentation très très forte, c'est informée par Hannah Arendt ou Aimé Césaire, de les voir à l'inverse, comme la preuve que le totalitarisme du XXe siècle trouve leurs racines dans le colonialisme du XIXe. Bon, c'est encore moi. Bon, c'est pour vous apporter des précisions, mais alors dans l'océan Indien, je dirais, vous avez parlé, oui, enfin des arabo-musulmans, il faut y ajouter les persans, bien entendu, mais ce qu'on a, puisque j'ai travaillé sur la question et j'étais au CNRS, maintenant je suis à la retraite. Bon, c'est mieux. Comment ? C'est mieux. Oui, d'une certaine façon. Eh bien, il s'agit... Voilà, il y a toujours un collègue qui ajoute c'est pareil, là c'est Sylvain Bonheur ce soir. Mais il s'agit simplement, quand vous parlez de cette cosmographie arabe, bon, on est toujours beaucoup redevable de Ptolémée, ils sont beaucoup redevables de Ptolémée, mais dans le XVe siècle apparaît ce qu'on peut appeler des routiers nautiques, écrits par Ahmed Mejid et Suleiman al-Mahri. Bon, eh bien, vous voyez, tout à fait, bon, au XVe siècle, mais on a des kitab Ajaib al-Hind qui sont écrits, je dirais, à peu près vers l'an 1000, où ils nous donnent d'autres éléments, et notamment dans la navigation, dont on va retrouver un certain nombre d'éléments, notamment dans le lexique maritime qu'on va retrouver dans ces comment dirais-je, dans ces poèmes qui sont écrits du XVe siècle, seconde moitié du XVe siècle, qui sont écrits en maître Ragez. Bon, c'est un peu l'alexandrin de chez nous, si vous voulez. Eh bien, vous avez une sorte, quand vous avez parlé de cartes marines et de cartes portulantes, ben eux, on n'a pas de carte, on n'a rien du tout à ce moment-là, mais la façon dont l'océan Indien est quadrillé, bon, est toujours en latitude, parce que en longitude, ils ne connaissent pas. Donc, avec des instruments, je dirais, assez rudimentaires, bon, une espèce de compas où vous avez l'indication de 32, ce qu'on appelle des rhumbes, c'est-à-dire 32 d'orientation des étoiles. Alors vous avez nord, nord-nord-est, etc., etc., etc. Bon, et il y a des rapports avec les Javanais également, puisque Ahmed Mejid dit que chez les Javanais c'est comme ça et c'est comme ça. Bon, et alors donc c'est coordonné. Vous avez des voyages de cabotage et puis vous avez des voyages interocéaniques. Hein? Bon, et alors comment ils se repèrent?
Bon, ils ont cette espèce de, je dirais, ils appellent ça Ijaz el-Roukaz, c'est-à-dire l'aiguille de l'habitacle, donc c'est la boussole, hein, et qui est aimantée. Et puis pour se repérer sur la hauteur des étoiles, essentiellement 12 étoiles, ce qu'on appelle, et des étoiles héliaques, c'est-à-dire qui tournent autour du Soleil, qui sont proches du Soleil, si vous voulez. Et ils sont souvent dans le... Bon, je ne vais pas commencer à interdire. Et c'est ce qu'ils appellent des hachab. Hachab, c'est le bout de bois. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, avec son bout de bois, bon, la base du bout de bois, il met l'horizon. Et alors, comme c'est un hachab gradué en doigts, hein, c'est ça le doigt, c'est le pouce. Donc, il y a 4, 5, il y a même jusque des doigts en 12. C'est comme ça qu'il mesure la hauteur de l'étoile. Alors, il dira à tel moment de la navigation, il voit l'étoile, ben je suis à tel endroit, direction autant. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire leur navigation transocéanique. Merci. Et vous avez, à travers cette image, une image de l'océan Indien, où vous avez les différents, je dirais, il y a des réseaux, hein, bon, et vous avez surtout, différents réseaux qui sont là, avec des points de transbordement, et notamment quand ils arrivent en Afrique du Sud, au nord de Kilwa, du côté de l'île de Wamizi, bon, ils disent à ce moment-là, c'est plus les Arabes, c'est des Zanj, c'est-à-dire les populations noires, bantouphone, de la côte d'Afrique orientale qui prennent le relais pour descendre jusqu'au sud de l'Afrique. Et ils savaient que l'Afrique tournait. Hein, elle s'étendait pas indéfiniment dans le... donc là, bon, voyez tout ça qu'il faut voir. Tout à fait. Donc le rôle des Arabes, eh oui. Oui. Voilà. Monsieur Devant avait une question. Merci beaucoup. C'était pas une question. Donc, vous aviez, par contre, monsieur, vous aviez une question. On n'a pas trop évoqué le XXe siècle, notamment en Europe. Je me demande si l'imaginaire colonial des siècles précédents n'a pas fait férocement retour en Europe à partir de la Première Guerre mondiale. Quand on pense par exemple à la lutte pour la civilisation entre les Français et les Allemands, chacun taxant l'autre de barbare, le problème des troupes d'occupation françaises et troupes coloniales en Rhénanie, et aussi toutes les théories de différence de race pendant la Seconde Guerre mondiale instaurées par le nazisme, je me demande si cette histoire coloniale n'a pas littéralement envahi l'espace européen, quitte à le détruire en grande partie. C'est une simple hypothèse comme ça. Enfin, bon. Et j'ajoute, pour compléter les bibliographies initiales, qu'on a à cette table deux spécialistes, enfin deux historiens qui ont bien réfléchi sur le nationalisme. À Java, pour Romain Bertrand, et je n'ai pas cité tout à l'heure un autre titre de Sylvain Wener, les origines de la France quand les historiens racontaient la nation, et qui est là aussi une étude historiographique, critique du roman national, mais pour rapidement... Mais oui, justement, je pensais au travail que j'avais fait pour ce livre, parce que ce que vous dites... c'est pour partie vrai, hein, bien sûr. Ça a été, enfin surtout à partir des années 1950, on en a vraiment beaucoup parlé. J'ai cité déjà tout à l'heure Césaire ou Hannah Arendt, qui identifient justement dans les mots du XXe siècle des conséquences des idéologies impériales qui se sont mises en place au XIXe siècle. Mais en fait, c'est sans doute un peu plus compliqué. Malgré tout. Par exemple, que l'idéologie de la mission civilisatrice des empires européens au XIXe siècle, elle est reposée sur des représentations racistes, c'est sûr. Mais l'usage qu'on en a fait ensuite dans le discours politique est assez varié selon les pays. Par exemple, il est assez remarquable de voir que en France, l'idée selon laquelle le peuple français pourrait être une race a été systématiquement combattue, alors non seulement par des gens dont on aimerait être les héritiers intellectuels, hein, disons les républicains libéraux de gauche du XIXe siècle, mais aussi par l'extrême droite. Pour quelqu'un comme Maurras, il était inimaginable de penser que la France puisse être une race,
Et pour une bonne raison, c'est parce que pour Maurras, cette conception-là, c'est une conception allemande de la nation. Et toute explication par la race était immédiatement identifiée comme une explication allemande. Et moi, j'ai toujours un petit problème, d'ailleurs, enfin, je vous lis ça, et si vous avez une réponse, ça m'arrange, avec ce fameux débat entre Clémenceau et Jules Ferry en 1885. Parce qu'il y a cette formulation parfaitement précise et presque caricaturale de la mission civilisatrice par Ferry qui dit qu'il y a un devoir pour les races supérieures, c'est de civiliser les races inférieures. Et globalement, la totalité de l'Assemblée nationale est d'accord avec lui. Et Clémenceau intervient, il est pratiquement seul de son cas, pour dire oui, je ne suis pas d'accord. Et la formulation exacte, c'est, enfin, en gros, de tête, c'est race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats beaucoup. Depuis qu'au lendemain de la dernière guerre, j'ai entendu des savants allemands expliquer que la victoire allemande était due à une supériorité de la race allemande sur la race française. Alors, est-ce que ça veut dire que Clémenceau récuse le système d'explication par la race, ou est-ce que ça veut plutôt dire que, comme Maurras le fera plus tard, il le récuse parce que c'est un système d'explication allemand? Je pose la question parce que j'ai déjà posé cette question-là une fois à des collègues, que la réponse ne semble pas intéresser. C'est une belle question. Peut-être sur cette question de l'héritage, des rémanences du colonial, qui en soit un lieu de débat, cette question-là. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la France, comme la plupart des pays européens, a mis très longtemps, et a probablement encore un peu de chemin à faire, pour regarder son histoire coloniale et réserver à la part coloniale et impériale de son histoire une place dans l'histoire nationale qui soit une place à part entière, en termes de volume d'enseignement dans les programmes, au collège, au lycée, etc. Moi, j'appartiens à une génération, parce que j'ai fait ma thèse il y a 20 ans maintenant, qui a beaucoup œuvré précisément pour que la question de l'histoire coloniale et de la place qu'elle occupe dans le récit scolaire de l'histoire nationale, voilà, soit prise en compte et largement au sérieux. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées quand même, hein, non seulement en termes pédagogiques, quoi, dans les manuels scolaires. Là, on a quand même collectivement beaucoup œuvré pour que la question du colonialisme, de ses exactions diverses et variées, de l'échelle de ces massacres, dans les colonies comme en métropole, figure en meilleure place, pourrait-on dire. Donc je pense qu'on a un tout petit peu réussi. En termes de reconnaissance aussi, il reste quand même beaucoup de chemin à faire, quoi. Je veux dire, rappelez-vous qu'il y a 20 ans encore, guerre d'Algérie, ça n'existait pas. Hein. On parlait des événements d'Afrique du Nord. Donc, il a quand même fallu une intervention du pouvoir public pour requalifier ce qui était une bizarrerie en une évidence, quoi. Voilà, donc en tout cas, je pense que la reconnaissance des massacres de Sétif et Guelma, qui est passé par un ambassadeur dans un premier temps, question de la reconnaissance des massacres de Madagascar en 1947, enfin, tout ça progresse, chemine lentement, mais je crois qu'il y a quand même encore, pas mal de chemin à faire. Voilà. En tout cas, la part que l'université, la recherche publique en histoire peut prendre dans cette question de la façon dont le colonial continue à habiter pour partie, sinon l'imaginaire national, du moins une partie des institutions administratives, républicaines, nationales, c'est précisément en continuant à œuvrer pour qu'on en sache plus et que cette connaissance soit de plus en plus visible. Hein. Oui, par exemple, pour parler du XXe siècle, ça a été montré que, alors, dans le cadre de l'Empire français, hein, quand les gaullistes ont pris le pouvoir dans un certain nombre de colonies, de territoires coloniaux français, en fait, donc, parce que dans la mythologie gaulliste, il y a cette affaire du Tchad, hein, le serment de Koufra de Leclerc qui dit qu'après la bataille de Koufra, on ne s'arrêtera que quand le drapeau français flottera sur Metz et Strasbourg. En fait, dans la plupart des territoires où les gaullistes se sont installés, ils ont plutôt durci le régime de domination,
parce que c'était ce contexte de guerre, hein, bien sûr, et que ça explique aussi pourquoi est-ce que précisément au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toute cette série de massacres qui visaient à reprendre en main des colonies qui elles-mêmes, alors selon les lieux, c'est un petit peu différent, mais avaient pu être tentées par l'indépendance. Ou en tout cas une prise de distance par rapport à une métropole qui n'était pas jugée si exemplaire que ça depuis 1940. Peut-être, il nous reste 5 minutes et on m'a demandé d'être rigoureux sur l'horaire parce que le Palais des Beaux-Arts, etc., que nous remercions. Et donc, par contre, il y en a le temps pour mais peut-être prendre les 2 questions à la suite et puis... Oui, je ne sais pas si c'est vraiment dans le contexte, mais moi je suis assez intéressée par votre point de vue sur les croisades, parce que vous avez dit que c'était un événement fondateur du récit là, des historiens du 19e siècle. Moi, j'y connais rien, de toute façon. Donc, 16e, 19e, bon, je sais où je l'ai situé, c'est tout. Et je voudrais savoir un petit peu quelle influence ça a eu sur les événements après, parce que vous avez dit que c'était un enjeu de civilisation. Donc, je voudrais savoir comment ça a été vu par vous et par tous les autres, quoi. Voilà. Ça peut aller très vite. Si vous allez sur l'actuel site, l'actuel musée de l'immigration, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant d'ailleurs, pour le musée national de l'immigration, le musée national d'histoire de l'immigration, qui était l'ancien palais des colonies, qui avait été construit pour l'exposition coloniale de 1931. Vous avez une longue liste de noms qui correspondent aux noms de ceux qui ont fait aimer le nom de la France outre-mer, et qui en fait est une longue liste de héros de la colonisation française. Et le premier de ces noms, c'est Godefroy de Bouillon. Parce qu'en fait, en 1931, quand on construit ça, on est dans ce moment qui arrive au milieu du 19e siècle, en réalité, où on va constituer les croisades en origine de la projection coloniale outre-mer. Ce qui, pour le coup, dans l'histoire qu'on racontait tout à l'heure, est pas... évidemment, c'est faux. Mais je veux dire, c'est même quelque chose à quoi on ne pensait pas au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que dans cette histoire dont parlait Romain Bertrand tout à l'heure, à partir de grandes compagnies, d'empires qui contrôlent les circuits commerciaux, il n'y a pas de place tellement réservée à la mission. Et le réveil missionnaire, c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle, d'ailleurs avec la conversion des protestants à l'idéal missionnaire. Et par exemple, l'East India Company, jusqu'à sa réforme de 1833, elle faisait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de missionnaires dans ces territoires. Ils allaient lui polluer son commerce. C'est quelque chose qui se met en place vraiment dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on se retourne vers les croisades et qu'on en fait l'origine glorieuse de la colonisation. Alors moi, ma question concerne Charles Quint, que vous évoquiez tout à l'heure dans votre présentation. Charles Quint va beaucoup œuvrer à transformer la langue française, à essayer de la moderniser. Et je me demandais s'il y avait des directives linguistiques qui étaient données aux conquistadors, et si on peut parler déjà de politique linguistique telle que ce sera défini un petit peu plus tard au XXe siècle. Voilà en même temps, hein. Voilà ma question. Des directives linguistiques aux conquistadors. Une sorte de conquête par la langue également. À proprement parler, non, pas vraiment, parce que tout le dossier précisément de la question de l'alliance du spirituel et du temporel, ou de l'Église et de la couronne, et par la suite de l'Empire dans l'entreprise de conquête des Amériques, c'est une question très compliquée. C'est-à-dire que les relations ont toujours été extrêmement tendues, précisément parce que dominicains, franciscains et autres, augustiniens, ont commencé à mettre en accusation le pouvoir temporel, et également parce que celui-ci en Espagne, mais ça vous le savez, donc était dépositaire du droit de patronage, du patronato. Donc en gros, c'est le roi d'Espagne, ou l'empereur, le cas échéant, qui nommait l'ensemble des personnels religieux et qui autorisait l'ensemble des passages de personnel missionnaire aux Amériques. Une prérogative du patronage de l'Église des Indes, et ce qui crée énormément de tensions, puisqu'évidemment, il y avait les candidats de l'Église et puis il y avait les candidats de la couronne.
Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, les agents de l'expansion linguistique ou ceux qui ont le plus œuvré, non seulement à traduire d'une langue à l'autre, mais aussi à produire une génération d'intermédiaires culturels qui soient capables de converser et dans l'une et dans l'autre, ce sont les missions, c'est l'Église et les missions, avec les premiers catéchumènes, et ensuite, pour certains ordres, hein, tous n'étaient pas très ouverts à la question d'ordonner des indigènes, des Indiens, mais certains l'ont été assez précocement. Bon, les franciscains, bon, dans les années 1540, 1550, etc. C'est là vraiment que la question de la langue, de la transmission de la langue et de l'attachement à l'Empire espagnol par le moyen de l'apprentissage de l'espagnol par les Indiens s'est posée. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas dire que c'était un acte politique ou une décision, parce que la relation était tellement compliquée entre les missions, l'Église et la couronne, qu'il n'y avait pas une chaîne de commandement. Mais le creuset, il est là, je pense, oui, quand même. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci à Romain Bertrand et merci à Sylvain Vénère d'être venus nous parler de l'imaginaire de la conquête. Et bonne soirée, bon Cité Philo. Merci à vous.